Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Nous allons donc parler maintenant des statistiques quantiques. Petit à petit, il y a pas mal de choses à décrire d'abord. Et nous allons parler d'abord du phénomène ou des particules indiscernables. Alors nous avons déjà parlé, nous avons évoqué ce caractère indiscernable des particules quantiques. Mais nous n'avons pas du tout approfondi. Et nous n'avons même pas tenu compte de cette possibilité. Par exemple, quand on a parlé de la statistique de Maxwell-Boltzmann, on a parlé de particules qu'on pouvait discerner, distinguer. Et à l'époque où cette statistique a été élaborée, les propriétés quantiques étaient totalement inconnues. Il est donc temps maintenant d'expliquer ce point plus en détail et d'en voir les conséquences. Alors, c'est d'autant plus important que certains exemples de phénomènes physiques dépendent de manière cruciale de ces propriétés. Donc, il faut les connaître. Après cela, nous serons suffisamment outillés pour expliquer divers exemples d'application de la théorie. Mais bon, d'abord, voyons tout cela. Alors, qu'est-ce que cela signifie être indiscernable ? C'est en fait comme être identique, mais dans un sens beaucoup plus fort. Et c'est ce point-là qu'il faut mettre en évidence, faire ressortir, faire comprendre. Pour le comprendre, on va d'abord considérer un cas où ce n'est pas indiscernable. On va prendre des objets macroscopiques, des objets à notre échelle, à notre taille. Donc considérons deux cubes identiques. Ça peut être des dés, ou de simples cubes tout à fait banals. Deux cubes identiques, de même composition chimique, même structure, même forme, avec les mêmes dimensions, les mêmes surfaces, les mêmes couleurs, vraiment tout identique. Ces cubes sont tout à fait identiques en apparence. Mais ce sont des objets macroscopiques. Ils sont composés de milliards d'atomes. Il n'y a aucune chance qu'ils soient vraiment identiques. Si on utilise une loupe très puissante pour regarder de très près ces cubes, très très près, on va voir, on peut aussi utiliser un microscope, voire même un microscope électronique, ou un microscope dit à effet tunnel, ou à force atomique, qui permet d'aller voir jusqu'au détail de la structure atomique des objets. Dans ce cas-là, on va pouvoir distinguer des imperfections, de petites fissures, de petites bosses, de petits creux, des petits défauts. Et ces anomalies sont différentes d'un endroit à l'autre d'un cube et différentes d'un cube à l'autre. Ces petites anomalies permettent ainsi de distinguer ces deux cubes. Même si on regarde avec nos yeux, ou si ces défauts sont trop faibles, trop ténus, pour être distingués avec nos instruments, et qu'on ne voit pas cette différence, les deux cubes sont réellement des objets différents. Au pire, supposons qu'on arrive à construire les cubes atome par atome. Donc on prend un atome, on le met, le deuxième, le troisième, jusqu'à construire le cube complet. On n'est pas capable de le faire, sauf pour des toutes petites structures, on sait le faire. On sait construire des systèmes atome par atome, mais quelques centaines d'atomes. En plus, quelques milliers peut-être. Mais pas des milliards de milliards. Donc supposons qu'on ait la technologie qui le permette, une technologie à la Star Trek. On verrait ce genre de choses, ce genre de feuilleton, pourquoi pas. On construit atome par atome, et qu'on arrive ainsi à obtenir deux cubes vraiment, strictement identiques. Même les défauts, ou alors pas de défauts, aucun défaut, ou alors
des détails de structure vraiment identiques. À l'atome près. Même comme ça, on peut encore en principe les distinguer. Pourquoi? Mais il suffit de leur attacher une étiquette. Tout bêtement. Même une étiquette virtuelle, donc pas une étiquette physique qu'on collerait dessus, mais une étiquette virtuelle, simplement les nommant de tête. Cube 1, cube 2. Et en les suivant des yeux pour toujours savoir quel cube est le cube. Un peu comme au Bonetto, hein, quand on fait circuler un objet sous des pots et qu'on doit suivre des yeux pour savoir où est la noix ou la pièce sous les pots. C'est suivre les cubes pour savoir quel cube est toujours le cube 1 et lequel est le cube 2. Cela permet donc toujours de dire celui-là est le cube 1, celui-là est le cube 2. On peut les distinguer. Et à nouveau, même si on ignore formellement ces distinctions, disons on s'en fout, moi j'ai mes deux cubes, je m'en occupe pas, ils sont là, c'est tout. Je m'amuse pas à leur mettre des étiquettes même mentales, j'ai deux cubes. Mais même si moi je ne le fais pas, ça n'empêche qu'il reste possible en principe de les distinguer, et chaque cube est donc distinct. D'ailleurs, quelque chose se charge à notre place d'interagir en permanence avec ces cubes et de garder trace de leur mouvement, de leur position, même si on l'ignore. C'est l'environnement. Tout ce qui nous entoure et entoure ces cubes. Ces cubes sont frappés par les molécules d'air. L'air qui nous entoure, les molécules d'air viennent rebondir sur ces cubes. De même, la lumière, ou les ondes radio, ambiantes, toujours présentes, et bien d'autres particules, même des particules qui viennent de l'espace, même du rayonnement dit cosmique, rayonnement fossile. Impossible de s'en abstraire totalement. On ne sait jamais obtenir un vide parfait, on ne sait pas totalement se blinder contre toutes les ondes radio, même en particulier celles de grande longueur d'onde. Donc, on ne sait jamais totalement isoler les cubes. Et du fait même de leur prise, même la Terre, la planète Terre interagit avec eux à travers la gravitation. Et on sait que la gravitation est réciproque. Donc il y a une interaction même du simple fait d'être sur Terre. Et la gravité ne s'annule jamais totalement. En s'éloignant, elle devient plus faible, elle peut même devenir très très faible, mais il y a toujours un petit quelque chose. Et du fait même de leur présence, ces cubes vont faire que telle ou telle molécule d'air, ou rayonnement radio ou autre, telle molécule d'air va se retrouver à un endroit plutôt qu'à un autre, parce qu'elle aurait rebondi ou pas sur le cube. Et donc, tous ces petits éléments qui se retrouvent dans l'environnement est un indice, même implicite, même si on ignore tous ces détails, de l'identité, de la position et du mouvement individuel des cubes. Donc si l'on considère ces cubes comme vraiment identiques, il n'en reste pas moins que ce sont deux objets distincts, chacun avec leur identité propre. Il y a toujours moyen de les discerner, ne fût-ce que en principe. Voilà pour des objets classiques. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer au monde microscopique. Les particules, les atomes. Et là, dans ce monde microscopique, on va voir que tout, absolument tout, change. Ce n'est plus du tout la même chose. Nous verrons cela. Je vous remercie.